Avant, bien sûr, l'invité sur ce plateau. Il est 18h30 à Boma, même heure à Kinshasa, 19h30. Nous sommes à l'est de la RDC. On vous donne les rappels des titres qui font l'actualité. Des pluies diluviennes se sont abattues durant pratiquement des jours, lundi et mardi sur la ville de Boma, dans le Congo central, causant mort d'hommes et de nombreuses infrastructures endommagées. Les bilans provisoires fait état de 30 personnes décédées, ce qui explique la rencontre entre les vice-ministres des ITPR et les ministres des Affaires sociales. Objectif, répondre urgemment à ces drames. Et Jacques Mbadou, gouverneur du Congo central, a procédé ce mercredi à l'inhumation de quelques corps à Boma. Télé 50 des cœurs avec les Bomatraciens au Congo central. Et puis, entretien entre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères de la RDC et le président de l'UNPC Kinshasa, c'est mardi. Jean-Marie Kassamba a salué l'arrivée de Léonard Chéo Kitundu à la tête des affaires étrangères et s'engage à l'accompagner pour le rayonnement de la diplomatie congolaise à l'extérieur. Terminons l'actualité par les sports. Alors que les Léopards s'envolent pour le Cameroun, à Kinshasa, les tractations autour de la probable victoire de la République démocratique du Congo au Gabon continuent. Après avoir reçu le sélectionneur national principal, Florent Ibenge, les membres de la FECOFA, le ministre des Sports a discuté avec les membres des différentes structures de soutien aux Léopards qui se disent prêts à accompagner les 11 nationales de la RDC. Gloria Mbouya dans un instant quand il fera 19h sur ces plateaux pour l'édition du journal. L'invité dans un instant, Pascal Cavarios, il est député national. Bon retour sur ce plateau de Télé 50, honorable Cavarios. Soyez les bienvenus. Merci. Je commence par les meilleurs vœux. Ça fait longtemps, comme député national, sur terrain et à Kinshasa. Bon, le plus souvent sur terrain, c'est qu'il ne faut peut-être pas ignorer, depuis qu'on avait défendu notre thèse, il fallait tenir la craie et aider la jeunesse congolaise. Ah, vous avez déjà commencé à donner cours déjà? J'ai déjà commencé. Ah ouais. Déjà professeur? Non, pas encore. Jusqu'à-là, docteur, mais les dossiers évoluent. En tout cas, les dossiers évoluent. Vous êtes élu de Bunia, effectivement. Province de l'Ituri. Alors, je vais vous poser des questions directes. Le gouvernement Sami Badi Banga a été publié. Vous, d'abord, comme député national, c'est après beaucoup de suspense, un dialogue où tout le monde traînait les pieds. En fin de compte, le 18 octobre, à la Cité de l'Union africaine, ouf, les opposants et même les cadres de l'AMP ont apposé la signature pour vraiment donner la paix à la population congolaise. C'est quelle impression que vous avez comme acteur politique? Moi, je vais commencer par souligner à ce stade que je suis de ceux-là qui soutiennent les chefs de l'État, initiateurs de ces dialogues. Parce que les objectifs visés par ces dialogues ne demeurent que la paix et l'unité nationale. Voilà, et puis là où nous sommes, et c'est là où nous soutenons ces dialogues. Et si vous imaginez un tout petit peu, si ces dialogues n'étaient pas convoqués, on serait maintenant dans quel état serait ce pays? Comme député national, parlons de la configuration de ces gouvernements. 67 ministres et vice-ministres avec le Premier ministre qui font 68. Est-ce que votre province l'Ituri s'est retrouvée? Ok, merci Mathieu par rapport à cette question. Je crois, le jour même de l'investiture, j'avais une motion pour le compte de l'Ituri. Bien que je n'avais pas terminé sa lecture, je crois qu'il se pose de petits problèmes par rapport à l'ossature même de ce gouvernement. Ça, c'est vrai. Étant un député national, je crois un gouvernement dit d'union nationale et de large consensus devrait tenir compte de beaucoup de paramètres afin que l'unité nationale soit justifiée à travers ce gouvernement. Alors, quand je dis se pose un problème, au départ, je dis, je suis de ceux-là qui soutiennent les chefs de l'État par rapport à son initiative pour la paix et pour l'unité nationale. Mais
comme il n'est pas interdit à un pasteur de prêcher pour sa paroisse, je crois qu'il ne m'est pas aussi interdit de parler de la réalité de l'Ituri. C'est là où il y a déception parce que l'Ituri, par rapport à son poids politique, compte au moins 5% de la représentation nationale. 5%. 5% parce que nous sommes 26 députés. Si vous prenez par rapport à 500, nous faisons plus de 5%. 5,001. 5,2 d'ailleurs. Les SOSA. Et quand on voit la population itourienne sur le plan démographique, nous avons au moins les 1/10 de la République démocratique du Congo. Alors, c'est pays humiliant qu'on puisse nous réserver un seul vice-ministre. Et c'est aussi un pays humiliant que les autres provinces puissent être oubliées totalement. Je parle par exemple de Bazouélé. Parce que, comment c'est inadmissible? Parce qu'en réalité, nous nous retrouvons devant un gouvernement, devant un big gouvernement qui compte 67 membres. La réalité, c'est quoi? Pour la représentation nationale, qui est d'ailleurs évoquée dans la Constitution, à son article 90, alinéa 3, où on parle de la représentativité nationale. Je crois que cette disposition est violée par ces gouvernements parce qu'en réalité, si on donnait ne fût-ce que 2 personnes par province, on arriverait à 52. Et quand on arrive à 52, les 15 autres, on devrait laisser pour ce qui est des pouvoirs discrétionnels de ce qui allait amener ou ce qui allait constituer ces gouvernements. Mais c'est là où il y a grogne. Aujourd'hui, l'Ituri ne parvient pas à comprendre sur beaucoup de plans. Quand nous allons dans les partis, par exemple, nous sommes 12 de PPRD sur 26. Et quand vous voyez les 12 là aujourd'hui, avec les démembrements, je crois que nous sommes la seule province qui puisse détenir pour le PPRD 12 députés nationaux. Dans une seule province? Dans une seule province. Alors on se pose la question qu'est-ce que nous avons fait pour que nous ne puissions pas avoir un ministre d'abord d'assez partis avant d'aller ailleurs. Parce que quand aujourd'hui nous allons rentrer devant la population de Bunia, nous sommes 12 de l'Ituri. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Et vous n'avez pas réussi à décrocher juste un ministère. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Qu'est-ce qu'ils diront? Je crois que c'est là où nous avons dit, nous allons droitement demander cette question. Avez-vous adressé un mémo à qui des droits? Je crois que nous avançons avec ces démarches. Mais jusque-là, nous avons compris où se trouve le problème. Le problème se trouve, nous avons été élus sur des listes de ces partis politiques dites de la majorité présidentielle, mais nous n'existons pas dans les directoires et les directoires ne passent même pas à notre poids politique. Voilà là où nous sommes, messieurs les journalistes. Ça d'accord. C'est là, moi je vous pose des questions comme un journaliste, je vais tout droit au but. Ça vous pousse donc directement, je m'imagine, vous soutenez alors les négociations de la SENCO parce qu'on dit peut-être là on pourrait procéder à un autre partage du pouvoir vertical jusqu'au gouvernement provincial. Ça vous arrange? Ou quelle lecture vous avez de ce qui s'est passé à la SENCO? Notre problème est que nous n'avons jamais souhaité que l'idée de départ soit trahie. Et l'idée de départ ici, je le rappelle encore une fois, s'il y a eu dialogue convoqué par les chefs de l'État, c'est pour l'unité nationale et la cohésion nationale. Alors aujourd'hui, un gouvernement d'union nationale et qui pêche ou qui viole l'article 90 de la Constitution à son alinéa 3, nous ne savons pas à quoi ça vise cette unité nationale et cette cohésion nationale. Et ici, c'est notre demande, car comme je l'ai souligné, je n'ai pas interdit à un pasteur de prêcher pour sa paroisse. Ça, c'est la demande de l'Ituri. Que ceux qui sont dans les directoires où les députés de l'Ituri sont élus, qu'ils puissent remettre ce que l'Ituri a sémé. Parce que ça ne fera pas du bien l'Ituri qui a sémé et qui puisse voir les autres récolter ce qu'il a sémé. C'est comme ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça fait très mal avec 12 députés de PPRD que ces partis ne puissent pas avoir un représentant dans le gouvernement. Et nous craignons la conséquence. Lorsqu'on n'est pas dans le gouvernement, bien représenté, les conséquences peuvent être aussi sur le plan de développement. Et c'est là où nous disons, c'est mieux que ceux qui sont dans les directoires prennent en compte le poids politique avant de passer au partage que je peux même considérer des sentimentales. Ça d'accord, honorable député. On aborde le même sujet, mais dans un autre angle.
Nous allons vers un deuxième accord. Êtes-vous optimiste? Je suis vraiment optimiste. Si le premier accord a fait que nous avons passé un peu bien la date fatidique, 19 je crois que le deuxième accord peut nous amener à des élections libres et apaisées. Est-ce opportun, ce deuxième accord? Parce que si le premier accord est allé en avril 2018 pour l'organisation de l'élection présidentielle, pour ne citer que c'est là, les autres seraient d'accord, même si ce n'est pas encore rendu public, jusqu'en décembre 2017 et probable rallonge jusqu'à février 2018. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose, mais il y a une différence. Vous savez, quand il faut parler paix, il faut parler l'unité nationale, il faut aussi l'inclusivité. C'est ce qui gagne le deuxième accord. Parce qu'au premier accord, il y avait une partie de l'opposition. Mais cette fois-ci, c'est une partie de l'opposition avec ceux des rassemblements. Et pour l'unité nationale, si tous les enfants ou tous les fils et toutes les filles peuvent se mettre autour d'une table et se mettre d'accord par rapport à l'objectif principal qui est l'unité nationale, je ne vois pas qu'il y ait de problème. Ça c'est bien dit. Mais quand on évoque des questions qui bloquent dans cet accord, il y a les retours ou la libération de certains acteurs politiques de l'opposition qui bloqueraient les processus. On parle de Moïse Katumbi, il y a les Monidela, il y a les Diomi, les Franck et les autres qui doivent être relaxés. D'autres sont déjà jugés. On dit des procès politiques, truqués et autres. Il y a la question du Premier ministre, donc de la primature, qui doit revenir au rassemblement avec tout ça. Selon vous, qui devra en premier mettre un peu d'eau dans le vin? Les rassemblements ou des côtés du pouvoir? Moi, je vais commencer peut-être par souligner un aspect. Nous-mêmes, nous avons dit au Congo, la justice est indépendante. Et c'est là où, comme politique, je crois qu'il ne faut pas nous cacher derrière la justice. Qu'on laisse la justice agir comme c'est prévu dans son indépendance et que nous, politiciens, nous puissions aussi nous retrouver dans ce genre de dialogue de Cité de l'Ouïa et dans ce genre de dialogue des centres interdiocésains. Là, quand ce sont les politiques qui se parlent, je crois qu'il n'y a pas un problème. Mais quand il faut mêler maintenant la politique de la justice, là, je crois que ça ne sera pas un débat républicain. Au nom de la paix, on a vu dans ces pays, les gens du M23, après avoir occupé illégalement le territoire de la RDC, des fils du pays qui s'étaient rebellés, ils ont été amnistiés. D'autres en Ouganda, appelés, suppliés pour rentrer dans leur pays et qui aujourd'hui, d'autres ont refusé. Pourquoi pas pour ces 7 fils du pays, relaxés au nom de la paix et on continue? Je crois que l'expérience est là. Combien sont relaxés au nom de la paix ou de l'unité nationale? Est-ce qu'on a vidé tout ce qu'il y a comme problème, comme conflit, comme milice et j'en passe? Je ne crois pas. Je crois que c'est par la justice qu'on peut arriver à mettre de côté ce qui arrête le développement de ces pays. Allons-y plus loin, parce que quand nous parlons de la justice, si on sait que tel est criminel, relaxé, par jurisprudence, demain, il y aura quelqu'un qui va aussi faire des dégâts et il va se réclamer, non, par jurisprudence, pourquoi tel, comme aujourd'hui vous parlez de M23, demain ça sera un autre groupe, peut-être dénommé M50 ou M60, qui viendra dire aussi qu'on me traite comme on avait traité les autres. Et nous resterons dans les cycles de violence et ce ne sont pas des choses à souhaiter. Moi je crois, si c'est pour des débats politiques, qu'on mette la justice en vedette et qu'on s'occupe de ces histoires au niveau politique. Pas faire montre face au monde directement que tel bien qu'est criminel, tel bien qu'est inculpé dans telle ou telle autre affaire, et seulement laisser parce que nous sommes dans le consensus ou nous sommes dans la recherche de la cohésion nationale. Donc à vous nationale. attendre parler, à vous suivre de près, il n'y aura pas un consensus sur ce point. Parce que les autres diront, voici ce que nous on demande, et la MP ne fait qu'à s'en tenir à son point. Mais vous êtes député national. Parlons du cas de ces députés provinciaux. Gabriel Kyungwa Koumanza, dont l'immunité vient d'être élevée. C'est quelle lecture que vous faites?
Il était de la majorité, importe son histoire, son passé, il était soutenu. Et maintenant qu'il est du côté de l'opposition, c'est l'immunité qui est levée. La suite, votre réaction? Je crois que c'est tôt, parce que avant de lever l'immunité, je crois qu'il y a une procédure parlementaire. La question qu'il faut peut-être se poser, est-ce que cette procédure était vidée? Si cela était vidé, je crois qu'il y a des prérogatives réservées aux assemblées. Et si l'immunité est levée, ce n'est pas aussi dire que c'est la fin du monde, parce que c'est engager un débat avec la justice. Si on gagne la justice, on récupère son immunité. Et ce qu'on ne veut pas, peut-être pas l'immunité, c'est salir la chambre dont vous venez pour des faits graves, par exemple. Là, c'est l'offense à la personne du chef de l'État. Oui, c'est ça justement. Et ici, si, parce qu'on ne peut pas lever l'immunité sans vote. Si tous ceux qui sont là ont voté pour que cette immunité soit levée, je crois, l'affaire rentre dans la Chambre qui a statué sur ça. Et nous ne pouvons que nous réserver d'abord jusqu'à ce niveau et peut-être chercher comment pénétrer le dossier. Ah, ça c'est bien dit. Ah, je vais rentrer pour le dossier Ituri, sur lequel on va chuter dans cet entretien, honorable Cavarios. 2011, on a été à Ituri. Je me rappelle, j'étais derrière vous, avec bien sûr vous qui étiez derrière les chefs de l'État lors de la campagne. Beaucoup de promesses ont été faites en Ituri. Il y a beaucoup de besoins que vous allez énumérer ici. L'Ituri satisfait. Quelques promesses ont-elles été réalisées? Je crois, M. Mathieu, merci beaucoup pour cette reconnaissance que vous nous avez vu transporter dans la ville de Bunia l'effigie des chefs de l'État. Ça, c'est vrai. Et on s'est bâti aussi pour nous. Voilà, nous sommes députés nationaux. Ce que je veux dire, c'est qu'en réclamant la représentativité, c'est pour que l'homme iturien qui s'est bâti hier puisse aussi se retrouver dans le cas des décideurs. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler en termes de promesses, je vous dirais nombreuses promesses demeurent non réalisées en Ituri. Et la problématique de cette non-réalisation réside justement parce qu'il n'y a pas depuis le départ du ministre Tchelo un Itourien qui puisse statuer au conseil du gouvernement et qui puisse parler de l'Ituri et qui puisse peut-être rappeler aux décideurs des autres ministères ce qui est oublié en Ituri. Voilà là où nous sommes. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de voir ou de croire qu'une province est oubliée si un de leurs n'est pas là? Parce que le chef de l'État ou le Premier ministre ne sera pas de toutes les provinces, sûrement, mais il est là, un acteur politique pour le bien de tous les Congolais. Nous disons ceci, un ministre, par exemple, au sein du gouvernement, n'est pas celui qui va réaliser une promesse, mais c'est celui qui va rappeler au ministre des secteurs que, vous voyez aussi dans tel coin, il y a ceci qu'il fallait que ça puisse se faire, mais ça ne s'est pas fait. Et c'est là où nous ne cesserons jamais de réclamer. Et ici, nous le disons, le président de la République est pour tous les Congolais. Et que cette fois-ci, il passe aussi à ces Congolais de l'Ituri, les messagers qui l'ont servi et qui continuent à les servir. En une minute, on termine ces plateaux. On vous donne la parole au nom du dialogue qui est en cours. Vous parlez aux Ituriens, vous êtes un leader en Ituri, à Bunia, un message de paix. Ce que moi je vais dire à mes frères Ituriens, si je suis à Kinshasa et qu'ils sont en train de me voir en direct, c'est parce qu'il y a eu d'abord l'organisation des dialogues et il y a aussi la deuxième phase de ces dialogues qui continue. Ils doivent, partout où ils sont, soutenir ces dialogues pour que ça aboutisse à des élections libres, démocratiques et apaisées. Voilà, et tout en gardant l'unité nationale. En tout cas, honorable Cavarios, meilleurs vœux à vous et à votre famille et à vos électeurs de Bunia. Monsieur Mathieu, je vous les réciproque. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bunia, où il est 19h52 en minutes. Merci de votre fidélité à Télé 50, 18h52 ici à Kinshasa. Dans quelques minutes, l'édition du journal, la revue de presse, l'annonce de vous qui nous faites confiance